Alors, bonjour, ici André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle. Et aujourd'hui, en ce lundi 18 janvier, avec mon fond d'écran de circonstances, parce qu'on accueille Emmanuel Cosgrove, le directeur fondateur d'Écohabitation, qui passe l'hiver dans les îles Canaries en Espagne. Salut, mon Emmanuel. Salut André, Comment tu vas? super. Euh, Moi, j'ai des vrais palmiers par contre, là. Effectivement, ta fenêtre est ouverte. Moi, il fait -7, alors la fenêtre est fermée. Pour commencer, je voulais qu'on parle de petites nouveautés. Moi, j'ai découvert, je viens de recevoir par courrier l'autre jour un petit détecteur vraiment intéressant d'une quarantaine de dollars d'un fabricant allemand qui s'appelle ROHS. Et c'est le modèle JSM 131 qui détecte la qualité de l'air dans mon bureau. Vraiment intéressant. Quand j'ai fermé la porte tantôt, je dépassais le 1000 ppm de CO2, le dioxyde de carbone, que la santé publique nous dit de ne pas dépasser 1000 ppm. Donc, j'ai mis mon échangeur d'air, mon VRC à haute vitesse parce que la porte de mon bureau est fermée. C'est vraiment intéressant. Peut-être si tu le mets devant toi, ça va Ouais, pas disparaître ouais, dans ton ciel. effectivement. Et donc, on voit aussi les composés organiques volatiles totaux, les TVOC, et le HCHO, ça, c'est le formaldéhyde. Puis en haut, à droite, complètement, ça dit que, oh, on est tombé à une qualité de l'air de 3. Il faudrait que je remette ma haute vitesse parce que tantôt, j'étais à 2. Donc, même dans une maison saine avec peu de polluants chimiques, ben, j'ai tellement de papier dans mon bureau, je dois avoir pas mal d'encre qui est dégagée, entre autres, et de poussière. Puis, ben, c'est ça. Le CO2, même si j'ai une entrée d'air et une sortie d'air dans mon bureau avec la porte fermée, bon, j'ai pas mal à la tête. C'est pas dangereux. Bon, 830, c'est très bien, mais la qualité de l'air, elle va entre 2 et 3. Puis, il y a la moyenne des CO2 à 833. Fait qu'on pourra, si tu veux, comme tu disais, en parler sur votre site web écohabitation.com. Toi, ta nouveauté de cette semaine, c'est quoi, mon ami? Je dirais que les nouveautés, c'est l'histoire de 2020 qui se poursuit, Ouais, qui nous a dispersés. Euh, euh, Tous ceux qui ont un travail de bureau, ils sont à la maison, évidemment. Euh, et l'équipe d'écohabitation, même quand on avait le droit de se réunir au bureau, on ne le faisait pas. mhm, Euh, le télétravail est la nouvelle réalité et ce qu'on voit comme impact au Québec, c'est que il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles pour Dame Nature. On tente toujours de voir comment notre Dame Nature va réagir à tout ce qu'on vit. ouais, Et on a vu une petite diminution des émissions de gaz à effet de serre, mhm, mais on a peur d'une grande augmentation avec les réactions des gens. On ouais, voit que les, les villes se vident, les transports en commun sont non rentables parce qu'il y a une grande diminution de fréquentation. Fait que quand ouais, on dit aux gens tout le temps, prenez le transport en commun, maintenant pour des raisons sanitaires, ça a été un coup dur pour nos réseaux. effectivement. Et c'est ça, on voit que beaucoup de gens veulent rénover, faire des agrandissements, acheter des chalets. Fait qu'il y a eu zéro ralentissement dans l'industrie de l'habitation, plutôt des augmentations de chiffre d'affaires sur toute la ligne. Ouais, Et je pense que on espère bien que la diminution, l'augmentation du télétravail
va se concrétiser en réelle diminution des gaz à effet de serre émis et on n'espère pas que l'effet contraire, qui soit plus de kilomètres voyagés parce que les gens travaillent loin de la maison. Et c'est ça, les agrandissements justifiés par, c'est ça, que tout le monde soit à la maison en train de garder la santé mentale avec les enfants même qui travaillent, qui font leur école à la maison. C'est drôle, c'est comme un rêve de beaucoup pouvoir le faire. Maintenant que ça nous a été imposé, on voit que c'est pas évident. Fait qu'on Écohabitation prône toujours les rénovations intelligentes. La réno sans augmentation de pieds carrés qui sont à payer, à chauffer, qui impliquent beaucoup d'intrants, matériaux et de coûts sur toute la ligne. Donc, un exemple, ça serait de quoi, de récupérer les sous-sols? Les exemples, c'est des réaménagements d'espace. Simplement jouer avec des couleurs aussi. Des fenêtres. C'est ça. Aussi. Plus d'éclairage naturel donne l'impression de plus d'espace. Faire tomber des murs, c'est une tendance qu'on voit beaucoup en réno de toute façon. Maintenant, on voit le besoin de murs parce qu'on veut comme des espaces fermés, loin du brouhaha familial. Combien de réunions Zoom qu'on a vues cette année avec le monde qui se met en sourdine et ce que tu vois, c'est « Hey, ça va faire les enfants! Je suis en réunion! » là. Quand mon chien jappe aussi. Ben oui, puis ça nous donne envie d'aménager des espaces fermés à la maison et la tendance est vers l'agrandissement. Ce qu'on espère, c'est que les agrandissements soient pour aillent dans le sens des unités d'habitation accessoires, les fameuses annexes résidentielles, les UHA, qu'on aille non seulement des pieds carrés supplémentaires pour travailler, mais des pieds carrés qui pourraient être occupés par un membre, par exemple, aîné de la famille, pour les sortir des fameux CHSLD ou des résidences privées qui se multiplient à vitesse grand V. On pourrait parler de ça. Justement, on voit qu'il y a beaucoup de gens en détresse depuis un an, des jeunes comme des vieux. Je trouve ça terrible qu'un tiers des jeunes sont soit en dépression ou symptômes très graves d'anxiété. Puis les personnes âgées, on a vu les drames des gens qui mouraient dans des tours inhumaines. Et c'est ça, je voulais voir avec toi un peu ces tendances-là. Et justement, pour les unités accessoires, ce que j'entends, c'est que les villes permettent pour un parent, mais quand le parent décède, les gens n'ont pas le droit dans beaucoup de villes de louer ce logement-là. Donc, les villes se tirent dans le pied parce qu'ils ne favorisent pas la densification, n'est-ce pas? Parce que si tout le monde soudainement se garoche dans nos campagnes, on va raser les forêts et les terres agricoles. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une question de règlements municipaux. Ouais. Les villes ont l'opportunité de contribuer grandement
c'est ça, au logement abordable pour les familles, tout en ayant une densification plus douce de leur territoire. Et il n'y a que des petits freins réglementaires. Et il y a plusieurs villes comme Sainte-Catherine ou Laval qui annoncent des politiques qui vont dans le bon sens, permettant, c'est ça, des unités d'habitation accessoires, mais on reste encore loin des autres provinces canadiennes au niveau de l'instauration de réels, même incitatifs à la réalisation, aménagement ou construction de UHA. Pourquoi le Québec est si en retard? C'est une question de politique municipale. Si on pouvait, on peut, au niveau provincial, adopter des lois qui favorisent des UHA au Québec. Il y a beaucoup de municipalités à éduquer là-dessus. C'est quoi les gains pour les villes? Parce qu'il y a des avantages pour les municipalités Absolument. fiscaux. Imagine qu'on puisse loger une fois et demi plus de monde sur le même territoire. Ça augmente la valeur foncière. Ça augmente les taxes quand on augmente la valeur foncière. Donc, on peut faire beaucoup plus avec moins d'efforts et ça rend les réseaux de transport public plus efficaces aussi. Je veux dire, c'est fou à quel point que les UHA, c'est des situations gagnantes pour tous. Et il y a un très bon dossier sur votre site web écohabitation.com là-dessus, d'ailleurs, les UHA. ouais, on a fait une série vidéo même sur des cas réels de familles qui ont réalisé des UHA. Et rares sont ou même inexistants sont les cas où les gens sont déçus et qui trouvent que ça ne fonctionne pas. Et là, Et on donc, ça peut espère être... que les municipalités vont tout enlever les histoires de membres de la famille et de ne pas pouvoir louer. Parce que oui, les personnes âgées finissent par passer à autre chose. Et si si c'est un fardeau financier plutôt qu'un gain pour la famille de la maison principale, pourquoi pas permettre de louer à des jeunes, par exemple, qui ont aussi des problèmes, plus de difficultés à accéder à des logements. Donc, on espère que toutes les accroches qui font que les municipalités font découragent finalement par des règlements un peu arriérés anti-UHA, que le ménage soit fait et il y a même une émission, je pense, Canal Vie ou Télé-Québec sur une famille avec une famille de comédiens avec trois filles avec des difficultés d'apprentissage variées. Oui, j'ai vu ça. Je vais le retrouver, oui. Ça rend c'est ça, c'est un comédien, c'est ça. C'est leur vraie famille. Oui, puis c'est un cas réel, c'est comme la télé-réalité. Ouais. Fait qu'on voit le show embarqué dans le monde des UHA et on espère que ça fasse des petits. Ouais.
Je parlais à Robert-Pierre Monnier, l'architecte qui était longtemps au CNRC pour le PCHQ, puis qui me disait que c'est les voisins qui ne disent pas dans la cour du voisin, ils ne veulent pas avoir de nouvelles voitures, de nouveaux voisins. Ils ont peur à qui est-ce qu'ils vont louer, ça va-tu faire du bruit. Fait qu'il semble que socialement, j'invite les gens à faire preuve de plus de compassion parce que c'est vos enfants, c'est vos parents, mais c'est vous. Moi, je vais avoir 59 ans, ben dans 10 ans, je vais être un vieux, je vais commencer à vieillir dans 10 ans. Et j'ai ma belle-sœur qui a 67 ans. On a rénové une maison au bout du lac. On s'occupe d'elle, je passe la souffleuse, je déneige le toit. Puis moi, je trouve que c'est beau parce que ça remet en contact les humains, ces histoires-là. On est tellement coupés davantage ces temps-ci. Puis oui, au début, il y a des frictions. Hein? Les humains, on n'est pas tous pareils, mais on apprend à accueillir la différence de l'autre. Et c'est une des choses qu'on voit très difficilement aujourd'hui. Moi, je vais écrire mon édito là-dessus sur le fait que, je te disais tantôt une citation, le président de l'Association des groupes de ressources techniques là, qui vont gérer les projets de logements sociaux, qui dit qu'il y a 244 000 ménages au Québec qui ont des besoins impérieux de logement au chapitre de la taille, de la qualité du prix des logements, et même 196 000 ménages québécois qui consacrent plus de 50 de leur revenu pour se loger, quand le maximum devrait être 25-30 pour que ce soit acceptable. Et pourtant, la Société d'habitation du Québec ne finance pas depuis quelques années, semble-t-il, j'attends les chiffres, des logements sociaux. Il y a 10 000 logements qui sont prêts à être construits, mais qui attendent impatiemment leur financement. Alors, quels sont les obstacles? Pourquoi est-ce que le Québec est en retard sur d'autres provinces en matière de logement social, par exemple? Ben, puis ça bouge énormément. Ça m'étonne que... Ah, je vois que tu présentes des diapos. Ça m'étonne que statistiquement, qu'il n'y ait pas de construction parce que les cohabitations participent à des dizaines, voire des centaines de projets de logements, soit communautaires, des logements coopératifs, Oui. euh, Donc, ils vont se annuellement, je concrétiser, veux dire. qui se sont Oui, concrétisés. et souvent, c'est de la Société de l'habitation du Québec, via son programme Accès Logis, a traditionnellement financé l'ensemble des projets. Maintenant, Montréal a rapatrié Accès Logis pour la ville de Montréal. Donc, OK. c'est peut-être un des effets que la statistique soit vers des mises en chantier à la baisse. Mais il y a aussi énormément de projets qui se font financer directement par le fédéral via avec la stratégie nationale de l'habitation du fédéral qui passe par la SCHL. Donc, en ce moment, on participe à énormément de projets qui trouvent une bonification du fédéral ou bien un financement 100% du fédéral. Ah, OK. Donc, euh, sur le terrain, on ne voit pas de diminution de projets de rénovation ou de mise en chantier de logements de toutes les familles de logements sociaux Bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle. dans le neuf. Je vais les appeler cette semaine pour avoir les chiffres. Une chose que j'ai vue, c'est que des fois, par contre, il y a des projets qui peuvent prendre une dizaine d'années avant de se réaliser, comme Cohabitat Québec était peut-être plus compliqué. Selon ton expérience au cours des dernières années, ça prend combien de temps? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les listes d'attente pour des logements sociaux. Quels sont les critères qui font qu'un projet a plus de chances d'être choisi et financé? Et combien de temps est-ce que ça prend? Je pense que la moyenne entre quand le groupe communautaire
demande un projet et le déménagement des nouveaux occupants, c'est à peu près autour de 5 ans. OK. Fait que oui, c'est sécuriser des terrains, c'est un grand problème. Ouais. Et on dépend de la volonté des gouvernements municipaux aussi. Présentement, le contexte au niveau des gouvernements municipaux est plutôt favorable dans la plupart des cas au développement de logements sociaux et c'est ça, où souvent la municipalité cède carrément les terrains municipaux pour les besoins des logements sociaux. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Euh, Il y a la et question de l'abordabilité, par contre. Euh, on a vu que les coûts de construction, les coûts des matériaux, il y a eu des pénuries et ça augmente. Comment est-ce qu'on peut compenser? Parce que j'ai vu qu'il y a plein de projets comme Benny Farm. Ça a coûté cher, il y a eu des grosses subventions, mais on a démontré que c'était rentable, le logement écologique, sain, durable. Mais est-ce que tu vois une tendance? Parce que dans Nouveau Climat, c'est juste quoi, 4 du marché de toutes les constructions neuves. Pourquoi est-ce qu'on. En Ontario, ça serait Nouveau Climat, c'est 3%. 100% du logement Accès Logis OK, va être. c'est une bonne nouvelle. Mhm. Puis ça fait au moins 4 ans, je pense, OK. où l'efficacité énergétique est obligatoire pour les logements Sociaux, publics. Euh, très bonne nouvelle, oui. il y a, mais c'est ça, j'ai perdu ma pensée. Je veux juste finir ma Euh, question parce que dans ouais, la ouais. maison unifamiliale en Ontario, il y a quelques années, le livreur du programme Energy Star pour les maisons, qui est l'équivalent de Nouveau Climat, me disait que c'était 23 des maisons neuves. Pourquoi est-ce qu'au Québec, c'est 4 des maisons neuves environ, sinon 3,5, l'homologation Nouveau Climat? Est-ce que c'est juste le coût de l'énergie? Euh, je pense que c'est beaucoup la volonté des constructeurs. Quand il y a eu les changements au niveau du programme, euh, à, à l'origine du changement en 2013, Mhm. on n'a jamais repris la cadence qui a terminé de Nouveau Climat qui a terminé en 2013. Les groupes Select sont rendus vraiment Select maintenant. Il y en a très peu qui ont passé au nouveau programme, même s'il y a eu énormément d'efforts pour enlever les irritants de Nouveau Climat 2.0. Où on exigeait des matériaux sains, des mesures écologiques que les constructeurs et les clients trouvaient trop compliqués, hein, les irritants. Ouais, ouais, c'est ça. Maintenant, il n'y a plus toutes ces exigences-là. Mhm. Euh, je pense que le problème pour l'efficacité énergétique et la qualité en habitation en général, incluant l'habitation durable, c'est que quand il y a un boom, Mhm. quand on peut vendre n'importe quoi, quand on a le terrain, là, on Ouais, n'a pas intérêt à se distinguer de la concurrence. ouais. Tout vend, comme des pains chauds. Mhm. Fait que les promoteurs, constructeurs vont se dire, ouais, mais si ça me coûte de quoi, puis il paraît que c'est un peu compliqué à cette heure, euh, je ne vais pas vendre plus vite, je fournis pas comme c'est là. Ouais, je suis d'accord Fait avec toi parce que c'est ça, ça rend les constructeurs paresseux au niveau de former leurs employés puis d'éduquer le consommateur. Même le groupe Tréma, qui est vraiment un modèle au Québec, qui est dans le groupe Select, ils font que des maisons Nouveau Climat. Vous espériez que plusieurs de leurs maisons qu'ils construisent soient prêts pour le net zéro. Mais un des patrons m'a dit trop de demandes, ça a été trop vite. Ils ont fait une seule maison prête pour le net zéro, hein?
Ouais, mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est ils vont l'offrir non seulement sur leur chantier à Mascouche, Mhm. mais pour l'ensemble de leur projet. Euh, Ben, et et est-ce qu'ils l'offrent vraiment? Parce que c'est ça, à Mascouche, ils en ont fait un seul, puis il n'y en avait aucun de prévu. Ce que le président, le coprésident m'a dit, M. Tremblay. euh, ouais, dans cette phase de développement-là, Puis dans la première phase. même avant qu'on puisse avancer la modélisation énergétique, tout le travail de conception de la maison modèle qui est Mhm. net zéro. Mhm. Les autres ont été vendus dans les semaines qui ont suivi l'annonce. Mhm. Donc, c'est ça, Ça a été trop c'est vite. un bon exemple où même quelqu'un qui veut n'a même pas le temps de planifier leur projet parce qu'il a déjà été signé par les acheteurs et ils ne peuvent pas revenir sur les ententes signées. Donc, Trema utilise cette démonstration-là pour les, les autres projets, notamment à Saint-Jérôme, qui vont être mis en vente sous peu. Toute leur équipe de vente vont être prêts à vont avoir adopté le jargon et l'argumentaire pour la maison performante. OK. Parce que c'est tout un écosystème à former pour Ouais, que la performance soit adoptée. Et si nos vendeurs, par exemple, sont pas au courant, qui n'ont pas c'est pris ça. plein de formations, puis qui ça leur rentre entre les deux oreilles eux-mêmes, là, ils auront de la difficulté à le proposer à la clientèle. Donc, Mhm. c'est ça, des projets de sensibilisation comme ça, c'est toujours par où on doit passer pour des changements de marché, des transformations profondes au niveau du marché. Mhm. Et ce projet-là, on a oui, démontré à quel point que c'est rentable construire prêt pour le net zéro et surtout que c'est rentable de se déplacer en véhicule électrique. Et Euh, explique-moi, après pour le net zéro, ça rajoute combien? Donc, la Maison Neuroclimat, c'est standard chez les membres du groupe Select comme Tréma. Ils n'ont même pas à vendre les bénéfices. Mais premièrement, pour le grand public, peux-tu expliquer c'est quoi les gains pour les consommateurs et le constructeur de faire des maisons Neuroclimat avant d'arriver au net zéro? ben, Nouveau Climat, c'est la base pour l'étanchéité à l'air et euh, l'augmentation de l'isolation des enveloppes des maisons neuves. Donc, et Avec aussi l'installation d'échangeurs d'air qui sont testés, qui fonctionnent premièrement oui, tout ça, comme il se j'allais dire. doit. Justement, il y a des inspections gratuites pour ça, isolation, étanchéité, ventilation. Exactement. Et quand on voit des maisons qui sont pas nouveau climat, avec des conduits flexibles où on le sait que les propriétaires vont juste avoir envie de fermer l'échangeur d'air parce que ça siffle, tu essaies de dormir puis tu entends un sifflement, c'est fatigant. Ouais. Tu fermes la machine, mais si tout le monde avait une petite machine comme toi, André, qui mesurait le CO2 et les toxines qu'il peut avoir dans l'air, il verrait que wow, non seulement je veux que mes conduits de mon échangeur d'air fonctionnent, je veux surtout le garder. Il est comme il disparaît avec la Ouais. plage en arrière. Je pense qu'il faut que tu le mettes devant toi. Euh, Ah, OK. Ouais. OK. euh, donc, oui, c'est très important. C'est que l'air, la qualité d'air, c'est pas exactement tangible si on n'a pas d'appareil comme toi. Mm. Euh, mais on verrait clairement l'importance
d'avoir des échangeurs testés par des tiers avec des conduits métalliques à la grandeur pour Même ce que je dis limiter aux le... gens, j'explique même aux gens que dans les maisons existantes, il faut faire venir un entrepreneur en ventilation au nouveau climat qu'on trouve sur le site du Bureau de normalisation du Québec, parce que ma maison, construite en 98, n'a pas été certifiée par un programme. C'est un an avant le lancement de Nouveau Climat. Puis, 10 ans après avoir déménagé, même si c'est la CMMTQ, la Corporation mécanicien, qui m'a recommandé l'entrepreneur en ventilation, j'ai découvert en mesurant les débits d'air à l'entrée, à la sortie, partout dans la maison, à chaque bouche d'air, que je surventilais mon sous-sol et je sous-ventilais mon bureau et ma chambre en haut. Donc, c'est hyper important. Mais dans Nouveau Climat, on peut dormir sur nos deux oreilles. Ça va être mesuré gratuitement pour un entrepreneur. Puis, juste pour terminer, c'est que j'ai écrit, depuis 30 ans que j'écris là-dessus, le programme Air 2000 a fait une étude sur la salubrité, la santé des gens, Air 2000 étant l'ancêtre de Nouveau Climat. Et c'est des médecins d'Ottawa qui travaillent avec Santé Canada qui ont confirmé que les gens sont en meilleure santé dans des maisons de type Air 2000, Nouveau Climat, qui ont eu les inspections et la certification indépendante. Bon, maintenant, parle-moi du surcoût de la rentabilité. Ce n'est pas dans 5 ans. Ça peut être le premier jour qu'une maison Nouveau Climat est plus payante pour les propriétaires. Oui, absolument. Une maison C'est différente. le surcoût. Une fois qu'on a extrait les subventions qu'on va recevoir, 2 à 4 000 et plus. si notre maison est conforme, euh, le, la dépense supplémentaire sur l'hypothèque est grandement compensée par la baisse de la facture énergétique. Et Nouveau Climat parle d'en moyenne 20% L'économie de de moins chauffage. de coûts de chauffage. Donc, si on parle mettons, 200 par mois pour une unifamiliale neuve, Ordinaire. on parle de 160 Ce 40 $-là, si on paye une hypothèque de 20 de plus par mois, par exemple, on en sort gagnant dès le premier jour. C'est Sans pas une subvention. période de rentabilité. C'est rentable d'emblée. Et ça, c'est avant Et même la la même subvention. chose, ouais, et la même chose est vraie pour la combinaison avec le véhicule électrique. Les paiements, les versements sur le modèle électrique vont être plus élevés, mais notre mensualité va être plus bas dès le premier jour parce que l'énergie va coûter beaucoup moins cher, tout en étant à beaucoup moins de gaz à effet de serre. Oui, les gens Fait doivent que lire le vos défi, simulations. C'est très payant. Quelqu'un qui fait Montréal banlieue tous les jours, hein, en auto électrique. ouais, c'est pour ça qu'on nous a critiqué beaucoup d'avoir fait un projet en banlieue comme ça, de démonstration. Le problème, c'est que Pourquoi? 60% des Québécois sont nés en banlieue et ils veulent vivre en banlieue et encore plus aujourd'hui dans l'ère Ouais, de la pandémie. Maison unifamiliale avec une cour, avec pas de bruit de voisins et tout ça, là. ouais, Euh, ça n'a jamais perdu son attrait. son attrait pour les Québécois et Ouais, surtout pas maintenant. Fait qu'on doit composer avec ça. ouais, Et si les gens doivent voyager plus, on espère qu'ils vont embarquer avec tous les programmes généreux présentement pour électrifier les transports. tout à fait. Mais la bonne Euh, nouvelle, c'est que les employeurs, il semble que peut-être 20 des emplois pourraient migrer en permanence en télétravail. Ça serait vraiment excellent pour la planète. Ça pourrait, mais reste à étudier les contre-coups de cette tendance-là. Par exemple, Euh, Est-ce que même quand tu télétravailles, des fois, il faut que tu voyages
une journée semaine, par exemple? Oui, Est-ce que ça va être plus d'usagers de la 10 et de la 15 et des autoroutes pour sortir de la ville? Parce que les vrais coûts on va toujours le rappeler, que les vrais coûts de gaz à effet de serre, c'est non seulement les transports du gaz d'opération consommé, mais c'est aussi les cimenteries et toutes les industries qui contribuent à l'infrastructure pour que nos véhicules puissent circuler à la base. Fait que, si on est plus éparpillé sur le territoire, ça veut dire toujours plus de dépenses publiques sur l'infrastructure, sur les ponts, sur toutes les choses qui coûtent tout à fait. vraiment une bonne partie de votre impôt Ouais. qui s'en va vers des transferts à l'infrastructure. Et C'est ça, c'est... ben, c'est pour ça que je suis en train de réaliser que les villes de banlieue et même périurbaines, si on parle des Basses-Laurentides, par exemple, ne devraient-elles pas s'ouvrir à changer de zonage pour permettre le multilogement? C'est pas nécessairement 50 logements, mais des 10 logements et moins pour densifier, parce que c'est ça qu'on voit. À Sainte-Adèle, ça nous coûte une fortune, les infrastructures déjà. Les Laurentides, c'est la région où il y a le plus de nouvelles constructions au Québec depuis plusieurs années. Oui, absolument. C'est la poussée vers le nord est de plus en plus exagérée à chaque année. Mhm. Et les UHA, c'est vraiment des moyens, permettent aussi, ce qu'on suggère aux gens, c'est de faire s'ils doivent avoir des chalets, qu'ils fassent des chalets en triplex, qui Mhm. peuvent mettre en partage de temps, timeshare. Les chalets sont souvent inoccupés. Mhm. Donc, on aime bien le fait que les gens louent leur chalet pour que d'autres puissent en profiter, mais que des gens ils s'organisent entre eux pour faire des projets en commun, même en milieu rural comme ça. Il y a beaucoup de municipalités, même dans le nord, qui permettent jusqu'au triplex sur un lot euh, unique. Unifamilial. Oui. Et ça, c'est quelle ville, par exemple? Euh, Ça dépend du zonage, mais il y a des zones dans toutes les villes où jusqu'au triplex est permis. Est-ce qu'il y a eu des Et changements de l'unifamilial vers le triplex dans certaines villes? non, c'est depuis toujours que OK. le multi est permis, mais qu'on n'en profite pas. Ouais. Et c'est rare qu'on va voir un triplex en bord de lac. Ouais. C'est comme on a beau avoir le droit, mais c'est pas dans les mœurs. Ben, il y a Donc, pourtant, il y a des condos, ça serait moins envahissant que des condos de faire des triplex. ouais, je trouve le triplex a fait ses preuves dans nos centres urbains. Mhm. Euh, c'est une échelle qui demeure à l'échelle humaine. On peut faire ça entre quelques amis, euh, tout en partageant les coûts d'infrastructure, etc. Mhm. Fait que, et parlant de performance énergétique, un triplex va automatiquement être pratiquement passive house, C'est facile. consommer en bas de 50 kWh au mètre carré avec une construction, exemple, Novo Climat. C'est des choses qu'on ignore souvent, C'est mais très des murs abordable. mitoyens Mhm. bien insonorisés Mhm. euh, font qu'on a automatiquement une grande efficacité énergétique. C'est ça. Et c'est un peu fatigant qu'on voit la morphologie, la typologie du plex réservé aux zones hautement urbaines, quand Mhm. les avantages sont bien mesurables pour Mhm. l'abordabilité et les
les coûts énergétiques, peu importe où on les construit. Ben, d'ailleurs, je vois qu'il nous reste seulement quelques minutes parce que tu as un autre rendez-vous. Mais parlons de la rénovation. Il y a un grand programme national qui débute pour la rénovation énergétique qui va se faire de pair avec Réno Climat. Le fédéral va donner jusqu'à 5 000 Quels sont tes souhaits pour ce programme-là? Est-ce qu'il y a des irritants, des obstacles, justement, qu'il faudrait régler? Non, j'allais en tout début d'entrevue parler de 2021 comme l'année qui va mettre la réno à l'honneur. On espère que les UHA feront partie de cette rénovation-là. Mais c'est ça, c'est avec le manque de terrain, on va être forcé à réinvestir sur ce qui est déjà bâti, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Et Cohabitation s'en vient avec des programmes de financement également pour de la réno intelligente. Financement avec qui? Avec des villes, des prêteurs? On crée un fonds, un fonds d'impact qui va financer des propriétés privées en collaboration avec les municipalités. Vous avez vu notre projet pilote FIM. Oui. Maintenant, on va changer le FIM va devenir le nom du fonds d'impact et on va pouvoir financer même des choses où on va pouvoir encourager ce qu'on prône depuis toujours, c'est des maisons rurales, par exemple, avec des systèmes d'assainissement fonctionnels. Il y a énormément de conversion de vieux chalets avec des systèmes qui polluent nos cours d'eau, nos lacs. On va pouvoir financer, par exemple, le remplacement de toitures en bardeaux d'asphalte avec des toitures métalliques. Souvent, le frein à ça, c'est que ça coûte plus cher, mais si on a un prêt qui ne dépassera pas le gain économique annuel de ne pas avoir à faire des provisions pour le remplacement en 15 ans de bardeaux d'asphalte, on n'aura plus d'excuses de faire les mauvais choix avec l'accès du financement pour de la réno logique, dans le fond. C'est génial. FIM, c'est le financement innovateur pour les municipalités efficaces. Hein? Il y a eu des projets pilotes de quelques villes, mais pourquoi est-ce que les villes n'ont pas embarqué, justement? C'est payant pourtant pour eux. Si on agrandit les maisons, si on les remet aux normes actuelles avec une meilleure durabilité en tout point de vue, c'est bon pour les villes? C'est que les villes qui ont embarqué étaient dans les rares villes qui ont investi leurs propres fonds, des surplus, Comme qui ont Varennes. réinvesti en prêts aux citoyens sur leur territoire. La nouvelle itération du programme qui va être entièrement portée par Cohabitation va être pour du financement d'un fonds d'impact propre où des investisseurs vont cotiser pour, c'est ça, pouvoir offrir des bons rendements pour les investisseurs, mais pour des investisseurs, c'est ça, éthiques, qui veulent que leur argent fasse de quoi de bien pour la société et non pas, c'est ça, des investissements malpropres qu'on voit dans les fonds de placement régulièrement. Donc, quand est-ce que vous lancez ce fonds? Vous allez en entendre parler dans les 3 prochains mois. On travaille très fort là-dessus depuis déjà 5-6 ans dans le fond, mais là, on est à veille d'annoncer le nouveau programme.
Avec un Et grand investisseur, un grand financier institutionnel connu? ouais, J'en doute parce pas. que Écohabitation ne sort pas des 50 millions de nos poches Oui. à tous les mois. Donc, oui, on va faire des appels à investisseurs, mais il va y avoir un partenaire principal Donc, qui va démarrer le fonds d'impact et de ces partenaires-là, ben, ça se compte sur une main au Québec. Et donc, on est en pourparlers pour choisir l'heureux élu. Mais c'est ça, c'est à surveiller pour vos travaux parce que des fois, oui, il manque un petit 10, 20 000 pour arriver à réaliser le projet comme on le veut. Et c'est pas tout le monde qui a accès à des marges de crédit à taux intéressant pour investir sur leur maison. L'autre chose avec un fonds d'impact comme ça, c'est ce qui est le fun, c'est que c'est notre maison qui emprunte l'argent. C'est pas oui. nous. Donc, si on revend, comme on a la fâcheuse habitude au Québec, aux 8 ans en moyenne, c'est pas grave. Les futurs prochains propriétaires vont continuer à payer le prêt. Ils vont continuer à bénéficier, par exemple, de la toiture métallique pendant des décennies à venir parce que la maison a finalement fait le prêt. Notre hésitation pour de la réno efficace au niveau énergétique ou sur la grande durabilité comme ça, c'est qu'on le sait qu'on va investir plus et que c'est les futurs propriétaires qui vont en bénéficier. Maintenant, ça enlève cette dynamique-là et on enlève tranquillement toutes les excuses à ne pas rénover de façon durable. Effectivement, ce n'est pas le propriétaire qui va payer pendant 20 ans s'il vend, mais il va en profiter en fait de la hausse de la valeur de la maison. Emmanuel, il faut que je te félicite pour tout ce que tu accomplis. C'est une grande nouvelle que tu nous annonces là. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est grâce à toi si le Québec est la province où il y a le plus de certifications de bâtiments résidentiels LEED depuis plusieurs années que vous livrez ce programme-là. Et là, tu es en train, avec ce fonds-là, tu nous annonces ce dont je rêve depuis que j'écrivais pour Habitabec de 89 à 93, ce qui se faisait déjà, ce genre de financement-là. Ça prend un catalyseur et c'est toi le catalyseur de l'habitat durable. Alors, je te lève mon chapeau. Et tous les deux, on va faire attention en enlevant nos chapeaux pour ne pas brûler. Ah ouais? Je ne sais pas si tu as encore quelques minutes pour conclure. Qu'est-ce que tu aimerais partager avec nos auditeurs et auditrices? Ouais, je dirais que de prendre le temps de toujours bien lire, bien étudier nos investissements en habitation, que ce soit dans le neuf ou de la rénovation, parce que à tout point de vue, les lecteurs de maisons du 21e siècle ou les lecteurs des cohabitations font la bonne chose pour être sûr qu'ils ils investissent de façon logique. Je pense qu'on le écologique dans notre... on va peut-être faire beaucoup de jeux de mots avec l'aspect logique parce que c'est illogique investir autrement en habitation. Plus on fait des projets puis de démonstration, plus on voit que, coudonc, pourquoi le suffixe éco? Parlons de rénovation logique parce que C'est logique de ne pas détruire la planète et pas miner sa santé. D'ailleurs, on l'a vu au niveau de l'humidité, les moisissures, les produits chimiques. Moi, je te lance un défi. Quand est-ce qu'on fait un projet sur une rénovation ou une construction qui est salubre du point de vue électromagnétique? ça,
je suis sûr que tu vas être toujours là pour nous talonner à ce point-là, sur ce point-là, et on peut faire des démonstrations, c'est sûr. Parce que ce serait Qualité, important. qualité d'air mesurée aussi. Ben oui, tout à fait. Dans les logements locatifs aussi, s'il y en a qui veulent lire notre manifeste sur ce qu'on aimerait légiférer au niveau du gouvernement du Québec, Mm. l'obligation d'avoir des systèmes d'extraction, cuisine et salle de bain dans les logements locatifs est quelque chose qui ne sera jamais réalisé sans sortir le bâton. Ouais. Euh, Mais pour donc, revenir à l'électrosmog, je voudrais que les gens comprennent, et tes lecteurs, ce serait important que tes lecteurs réalisent que le travail à la maison, l'éducation à distance, l'enseignement à distance en Russie, ils ont interdit le Wi-Fi pour les enfants. Et il y a une raison pour ça. Même si Santé Canada nous dit qu'il n'y a aucun danger, et il y a beaucoup de pays, même la France a interdit le Wi-Fi dans les garderies. Il est temps que Écohabitation véhicule un peu ce que l'Environmental Health Trust dit sur tous les pays, toutes les régions, toutes les villes qui agissent pour réduire l'exposition à l'électrosmog. Donc, oui, je pense que je devrais te talonner un peu là-dessus. ben, ouais, je suis sûr que tu pourras nous partager les études les plus poussées Okay. qu'on va pouvoir repartager à notre tour. Surtout que Victoriaville subventionne l'inspection électromagnétique. En terminant, je veux que tu me parles de Habitation durable, le programme de subvention en construction et rénovation verte de Victoriaville. Ça a été adopté par une douzaine de villes. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir plus de villes qui vont l'adopter? Là encore, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Oui, je pense que il y en a toujours d'autres qui sont en pourparlers pour son adoption. Donc, on espère que les autres villes vont l'adopter de façon intégrale et peut-être même qu'il y aura de quoi à faire au niveau du financement avec notre fonds. Parce que souvent, c'est ça, les gens veulent la carotte de la ville, mais déjà des rénovations, ou des constructions neuves, c'est financièrement lourd à porter. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, c'est ça, investir à la hauteur de ce qu'on sait qu'on devrait. Et des fois, c'est la petite dizaine de mille de plus qui manque. Donc, ouais, je pense qu'on va pouvoir travailler tous ensemble. Et j'espère que HD va prendre encore plus d'ampleur dans Moi les aussi, municipalités du Québec. parce que là, c'est la ville qui va bonifier les subventions de transition énergétique Québec, que ce soit pour Nouveau Climat ou Réno Climat. Et donc, la ville a compris que c'était payant pour eux d'avoir des gens des citoyens qui sont heureux, qui ont des maisons saines, durables, meilleure qualité d'habitation, qui ne va pas miner l'assiette fiscale, mais plutôt la bonifier, parce que la valeur des bâtiments augmente. Hein. Absolument. Là-dessus, je vais devoir te laisser. Merci à toi, André, puis de toujours nous ramener au dossier important, puis de être le truth keeper sur tout ce qui est électrosmog. Il faut bien que quelqu'un le porte, même si c'est un dossier plus difficile à porter que d'autres. Oui, politiquement, c'est très chaud, mais c'est ça. On voit qu'il y a beaucoup d'élus à travers le monde. La 5G, ce n'est pas juste des conspirationnistes, c'est des élus au Parlement européen, en Suisse et ailleurs. Ça bouge énormément. Même le New Hampshire vient de publier, a mis sur pied une commission sur la 5G qui a recommandé, entre autres, de former les inspecteurs
pour mesurer, pour inspecter, offrir l'inspection électromagnétique. Fait qu'on va avoir l'occasion de s'en parler. Merci beaucoup, C'est beaucoup d'avoir parfait. pris le temps. Puis attention au coup de soleil, là. C'est bon. À bientôt, mon ami. Merci, André. Bye Salut, bye. Manu. Bye bye.